Il arrive dans la médecine que certains patients tombent dans un état que l'on appelle le coma, ou qu'ils soient carrément victimes d'une mort qui n'est que temporaire. Temporaire car grâce à certaines avancées que l'humain a fait dans la médecine, de nos jours, plusieurs états de mort cliniques peuvent être maîtrisés et inversés. Et alors, avant d'être sauvé, le patient aura littéralement traversé la mort. Vous le savez certainement, mais quand un cœur cesse de battre, le cerveau va donc suivre et s'arrêter de fonctionner. Mais ce qui mène à autant d'études autour du phénomène dont on va parler ce soir, c'est que justement, ils défient cette règle. Et alors que leurs cœurs ont cessé de fonctionner, plusieurs patients seront tout de même dans un état de conscience. C'est précisément cet état sur lequel bon nombre de personnes s'interrogent, que l'on appelle une expérience de mort imminente. Les premières vraies traces écrites concernant les EMI, ce phénomène perturbant, remontent à 1740, en France. À l'époque, dans les forces militaires, on fait l'état d'un patient atteint de perte de mémoire, et ce sont les premiers écrits connus qui en parlent. Et c'est un psychiatre américain, Raymond Moody, qui médiatise ce phénomène dans les années 70, via le cas de plusieurs patients, et notamment celui d'une dénommée Danielle, une femme renversée par un tramway. Elle aurait perdu la mémoire, jusqu'au moment d'apercevoir une lumière au fond d'un tunnel, et elle ressentait, je cite, un amour inconditionnel. 35 ans plus tard, elle revient en racontant toujours précisément la même histoire, en disant « J'ai ressenti un bien-être jamais éprouvé. Des êtres lumineux m'ont accueilli, ils communiquaient sans parler. J'ai eu un choix à faire, partir ou revenir. Puis soudain, je me suis vu d'en haut, allongé sur un lit. Je voyais la salle blanche et les gens habillés en vert. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital. » Des centaines de témoignages font sujet des mêmes propos, mais ce qui va nous intéresser particulièrement, pour comprendre précisément ce qu'il se passe pendant cet état, c'est encore une fois aux États-Unis, où un professeur en psychiatrie, Bruce Greyson, va établir en 83 une échelle de mesure qui est encore utilisée aujourd'hui pour étudier les EMI, en 16 questions. 16 questions auxquelles les patients victimes d'arrêt cardiaque qui ont survécu pourront répondre, et auxquelles 7 réponses positives suffisent pour affirmer une EMI. Et pour parler en chiffres, en 2008, c'est 2 à 12% des victimes qui y sont sujets. Quand il s'agit de patients plongés dans le coma, la réponse des scientifiques est vite vue. Entre les injections d'anesthésiants, l'influence des croyances ou encore les pertes de mémoire, la réponse est la conscience, qui est pour certains le fruit du cerveau. Mais quand il s'agit de patients en mort clinique, la question est-ce que la conscience pourrait être indépendante du cerveau et du corps humain? Voilà pourquoi les questionnaires sont proposés aux personnes ayant vécu entre autres la mort. Maintenant, faut-il encore savoir si le moment de leurs EMI est survenu au moment de leur mort clinique, ou juste avant, ou juste après. C'est ce que l'on tente de comprendre depuis une cinquantaine d'années, et ce que l'on sait, c'est que les survivants qui en témoignent parlent pour beaucoup de phases très similaires au cours de leurs expériences. Le docteur Moody a alors pu constituer une liste des différentes étapes présentes lors d'une EMI, précisément 9 étapes. Pour commencer, on parle de la mort, entendre sa propre mort. Des patients parlent d'avoir entendu leurs proches ou encore le médecin annoncer leur mort. Alors pendant que d'autres n'ont pas conscience de ce qu'il s'est passé, la plupart se souviennent très précisément de cet instant. Ensuite vient la sensation de soulagement, la paix, le calme, qui est l'étape qui revient le plus souvent dans les témoignages d'EMI, notamment le fait de ne plus ressentir la douleur. La troisième étape fait sujet de bruits entendus, mais de bruits agréables, pour la plupart plutôt indéfinissables mais tout de même accueillants. Certains relatent qu'il s'agissait de bruits de cloches ou de harpes, mais la plupart des témoignages font part de sonorités qui sont inconnues. Ce qui suit est plutôt connu puisqu'il s'agit d'une scène sombre dans un tunnel. Dans plusieurs versions, cette quatrième phase parvient aussi au même moment que les fameux bruits. Et malgré tout cela, il s'agirait tout de même d'un instant agréable. Et alors, après ce passage, il pourrait s'avérer qu'il y ait une étape un peu moins agréable, puisque l'on parle de décorporation. Une sortie de corps, où les personnes qui en témoignent indiqueraient que l'on serait au-dessus de nous-mêmes, sans avoir la possibilité d'interagir avec celles et ceux qui nous entourent. Certains sens changeraient, notamment la vision, et le fait de pouvoir lire à travers les pensées, ce qui ne pourrait pas forcément s'avérer très agréable à entendre. La sixième étape peut varier de position selon la personne. Il s'agit cette fois de pouvoir entrer en contact avec un ou plusieurs proches. Ce serait alors un instant rassurant, et pour ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout de l'EMI, c'est en général via cette étape que là où le proche en question donne l'ordre de regagner son corps à notre personne, à notre âme, à ce qui flotte dans les airs, et donc de stopper l'expérience. Après le tunnel, la septième étape mentionne une grande lumière blanche très intense. Et pour le coup, d'après les témoignages recueillis par le docteur Moody, que l'on soit croyant ou non, cette étape est vécue par tout le monde. Et la lumière, qui s'avère être une entité, a la faculté de nous attirer à elle. Il s'agit pour certains d'êtres angéliques, d'anges, comme si l'on se trouvait au paradis, finalement.
Enfin, vous avez sûrement déjà entendu parler de la 8e étape, dans les films, des pièces de théâtre ou autres, où l'on parle de voir sa vie défiler devant soi. Et c'est justement à la fin de cette étape qu'intervient la dernière, qui consiste à regagner son propre corps. Ce qu'il se passe pendant ces expériences est relaté à travers de nombreux témoignages. On parle de croyance car effectivement une hypothèse émet l'idée que le cerveau prend ce qu'il connaît à travers cet état. Seulement les personnes non croyantes peuvent elles aussi voir et entendre toutes ces étapes, à peu près de la même manière. Et d'ailleurs, c'est selon les pays et les cultures qu'il y a plusieurs variantes des EMI. Des cicatrices qui se forment sur le corps, une porte à la place du tunnel, mais surtout ce qui m'intéresse de vous évoquer, c'est qu'un très faible pourcentage de témoignages vivent les mêmes étapes, mais de manière violente et malsaine. On les appellera les expériences de mort imminente négatives. Au début, les étapes des EMI étaient les mêmes, et elles étaient vécues de la même manière, c'est-à-dire plutôt positivement. Du bien-être, des sensations agréables pour certains, il s'agirait même d'un paradis selon les croyances, mais un très faible pourcentage s'est vu paraître dans les témoignages au cours des années. Nous étions à 5% d'EMI négatives en 99. Et bien depuis, beaucoup se sont vus témoigner et parler à propos de ce genre d'expérience, et contrairement à mes habitudes, je vais pour ce sujet vous prendre l'exemple du témoignage le plus relaté et le plus populaire des expériences de mort imminente négatives. Si je prends ce récit en particulier, c'est parce que justement, il possède une particularité. Il a été sujet à de nombreuses accusations, et pour cela l'auteur en a gardé son anonymat, car ce témoignage tient des propos religieux, et il est donc sujet à plusieurs controverses. Je me contenterai alors de simplement nommer notre protagoniste, Meg. Un soir, elle est raccompagnée chez elle par Garrett, un ami, qui a bu et qui a pris la voiture de son père. Ils se disputent sur la route et Garrett, énervé, va faire un grand dérapage qui fera virer la voiture et la fera se renverser. Nous entrons alors dans une partie un peu brouillon de la mémoire de Meg, car pour ce qui suit, elle ne se souviendra que de brancards, de très grandes salles et de s'être fait transpercer par quelque chose de métallique au niveau de la poitrine et de la tête. C'est la suite qui paraît soudainement beaucoup plus précise, l'EMI. Elle est entrée directement dans la phase de sortie de corps, puis de la vision du tunnel. Mais pour elle, la lumière blanche s'est éloignée pour laisser place à une très longue et terrible chute à travers les ténèbres totales. Que de l'obscurité jusqu'à qu'elle voit une sorte de brasier. Elle atterrira sur des rochers, et alors qu'elle est prise de douleur, c'est un endroit plus que terrifiant, abominable aux odeurs atroces qu'elle est sur le point de découvrir. Au milieu de tout ça, elle entend des hurlements de créatures qui, en plus de ça, tentent de l'attraper. Et réussissent. Elle l'emmène au niveau d'un portail entièrement noir, même si Meg essayait pourtant de se débattre et d'implorer quiconque de l'aider. Deux autres créatures immondes se sont mises sur elle pour lui arracher la peau du dos et ses cheveux. Et encore une autre est venue pour lui infliger des coups de pied afin qu'elle tombe, pour finalement se mettre sur sa poitrine et se moquer de tous ses problèmes, ses culpabilités ou encore de choses horribles qui lui sont arrivées au cours de sa vie. Tout ça en riant, comme si elle connaissait Meg. C'est là qu'après avoir vu un groupe de jeunes adolescents se faire déchiqueter par ces créatures, qu'elle aperçoit Garrett, son ami qui était dans le même accident qu'elle. Toujours par les mêmes créatures, Garrett se faisait flageller, suspendu à l'envers, les pieds et les mains cloués. Pendant ce temps, les créatures chantent dans une langue inconnue, et Garrett, lui, commence à se consumer dans les flammes. Il fond, sa peau fond, il est terrifié, il hurle et supplie d'arrêter. Il supplie une force divine, et ça énerve ses tortionnaires. Mais avant de se consumer à son tour, Meg ressent une sorte de grande inspiration et se fait retirer de cet endroit, se retrouvant d'abord dans le tunnel, puis noir total, avant d'entendre la voix de l'infirmière qui la réveille et la ramène dans notre monde. Alors que ce moment fut pour elle une éternité, ce sont 2 heures de réanimation qui se sont écoulées dans le monde réel, avant que Meg ne reprenne vie après ce tragique accident. Mais pendant sa réanimation à elle, le cœur de Garrett, lui, a malheureusement lâché. Il est mort, et lui ne reviendra jamais de là où il a pu se retrouver. Effectivement, comme pour tous les sujets étranges, les EMI contiennent leur lot d'explications scientifiques. Mais le truc de cette conscience qui continue malgré la mort d'exister nous met encore aujourd'hui le doute sur ce que cela peut être exactement. Et pour ce qui est des expériences, peut-être qu'au final, les EMI négatives contiennent globalement les mêmes étapes que les EMI classiques, mais seulement d'un point de vue très différent, dans un endroit bien différent. Les avis divergent à ce niveau-là d'ailleurs, et des théories émergent et essaient de se fonder. Certains pensent que c'est par rapport à notre culpabilité dans notre vie que l'on peut traverser ce genre d'expérience, dans cette facette dite négative. Les portes de ce que l'on pourrait appeler l'enfer ne seraient alors jamais réellement fermées, et ce qui nous maintiendrait à rester dans cet endroit insoutenable serait finalement nous-mêmes.